Depuis toujours, le climat rude de ces contrées a conditionné la vie des nomades qui parcourent ces territoires des hauts plateaux centres de l'Algérie. Confrontés aux dures réalités géographiques et aux contingences historiques, les hommes se sont adaptés à leur environnement. Dans ces zones stépiques, les pluies ne tombent qu'avec parcimonie et l'élevage ne peut se concevoir sans nomadisme. Jamais une agriculture sédentaire n'a pu s'implanter sur ces terres. Différents pouvoirs centraux, royaumes et puissances coloniales qui ont administré ces territoires à un moment ou à un autre ont tenté vainement de sédentariser les nomades qui parcourent ces terres depuis la nuit des temps. Ces images, qui datent de la période coloniale française en Algérie, montrent les gestes de la vie quotidienne que les nomades n'ont jamais cessé de reproduire. Toujours en mouvement, à la recherche de points d'eau et de pâturage pour nourrir leurs troupeaux. Dans leur langage, les nomades disent qu'ils sont à la recherche du rbi'a, le printemps, saison où l'herbe est abondante et les conditions climatiques clémentes. Le nomade se tient toujours à proximité de ses bêtes, non loin de sa khaïma. Le campement est composé de quelques tentes disposées à distance régulière les unes des autres. C'est une règle fondamentale de cohabitation et de sécurité. À la vue de l'étranger, les enfants accourent vers la tente pour informer leurs parents. Les femmes se cachent du regard étranger. Naguère, pour s'approvisionner, le nomade enfourchait sa monture pour se rendre dans les souks avoisinants. Aujourd'hui, ces petits-enfants empruntent les mêmes chemins, sauf que la monture est un camion poids lourd. La steppe. Le pays du mouton occupe une vaste étendue des plaines des hauts plateaux algériens à l'orée du désert. Ces terres ont de tout temps été le terrain de transhumance pour les nomades, à la recherche d'herbes fraîches, d'eau et de zones tempérées. La steppe, l'espace de transhumance par excellence, est délimité au nord par l'Atlas tellien, au sud par l'Atlas saharien, à l'est par le bassin du Hodna et par l'ouest par l'Oued Moulouya. La steppe s'étend sur 700 km. Elle est large de 400 km à l'ouest et se rétrécit au fur et à mesure qu'on va vers l'est. Le plateau est haut de 1000 mètres en Oranie et décroît jusqu'à 400 mètres dans le bassin du Hodna. Hamed est un nomade descendant des Ouled Naïl, une tribu qui évolue entre le Chott Zahrez au nord et Oued Djeddi au sud. En cette période hivernale, le campement a été dressé en cette heure de el-Idham, au sud de Mes'ad, dans la wilaya de Djelfa. Rqiya, la maman de Hamed, évoque sa vie au quotidien. نباتوا احنا وليداتنا في العرقوب كنا نروحلو ساعات وتتكسر بينا الكمين نقعدوا نباتوا نوبه ولا اثنين في الخلاق قاعد ما ناكلوا ما نشربوا في العرقوب قعود يقضى علينا الماء ما نقدروا منين نجيبوه ما كذا نجينا كاش ما جينا زمان بكري قاع ما نعلفوا
ما نلقاو ماكلتها في العرقوب. كي نحطو ونبنو تعشي القلم فالي عاد البيت وتعشي اللقو ونطلقوه على مات ونشدو الحليب منها والدهان كي نجو مليين نروحو للتل نلقاو القمح نلقاو الشعير ونلقاو نديرو المرمز ونديرو الفريك ونديرو نهزو معانا المطايح حنا ونضرو نطحنو ونعشو. تعود عيالات هاك في البيت اخر يدق واخر ينسف بالطبق واخر يدري هاك بديات واخر وتعشي قاع عايشه وقاع فارحه. وذكر هذا الوقت عاد تعشي كل تعابه تعشي مخلوعه من زمان وش يلحقها ليه. المعيشة مكانش والمعيشة الزوايل مكانش والحوايج غالية والمصروف غالي كله كله. الدراري ما يقراوش هنا ما لقاو في الصحراء والو ما تسعى حاجة. يصحوا هكذا المعايزات ويجوا يرقدوا ويحملوهم للزريبة ويرقدوا. Amer prend son véhicule tout-terrain et part à la recherche de bons packages. Aujourd'hui, avec le matériel roulant moderne, les efforts sont optimisés, moins pénibles. Ruqayya, malgré son âge avancé, s'active toujours à des tâches diverses. Ici, elle s'affaire à préparer la laine. À côté, Abbassia, sa belle-sœur. Elle file la laine pour la rendre plus fine. En maniant leur métier à tisser, les femmes gardent vivace la mémoire des temps passés. Par ses gestes, cette fille brode les motifs aux couleurs de sa tribu, une sorte d'armoirie. Et de génération en génération, ces motifs se perpétuent. Sur ces images qui datent des années 30, une femme tisse la tente de sa tribu. Les allers et retours de la navette sont incessants et précis. Rouge et noir, les fils se croisent sans jamais s'entremêler. De ce travail méticuleux est né cet ouvrage qui servira d'identité à cette tente. La tente des Ouled Naïl se distingue par ses couleurs rouge et noir. À l'origine, la tente était noire. Mais le fondateur de la tribu, Sidi Naïl, a ajouté une bande rouge afin que ses nombreux visiteurs puissent la reconnaître. Et comme toujours, Ruqayya et sa famille répètent les gestes des anciens. Chacun avec sa touche, mais tout en respectant l'art des ancêtres. Par des gestes appris et 1000 fois répétés, Ruqayya continue de carder la laine, ce qui lui permettra d'obtenir un fil plus doux et plus résistant, avec lequel elle fabriquera des vêtements et des couvertures. Abbassia file la laine à l'aide d'un fuseau. Elle tord les fibres jusqu'à en former un fil solide, sous le regard attentif des petits et des grands. نمشوا بالكمين وكيقطع علينا المازوت نقعدوا هكذا باش يجينا كاش ما يجينا La nuit tombe. Le cheptel devra rentrer au bercail, car demain est un autre jour. Située à 300 km au sud d'Alger, la ville de Djelfa est la capitale de la steppe.
L'endroit fut d'abord un poste militaire français installé en 1852. Une année plus tard, un marché hebdomadaire très fréquenté par les nomades a été créé. Aujourd'hui encore, le souk est en pleine effervescence. La vente de kashaba ou wabri est très répandue. Cette sorte de soutane marron est faite à partir de poils de chameau. Très légère, elle protège du froid et de la pluie. Le souk qui a lieu tous les lundis à Djelfa est réputé pour la qualité de son cheptel. Aujourd'hui, le mouton est l'invité de marque. Quelle que soit l'époque, le souk reste le lieu privilégié des hommes. Après avoir hiverné dans la région sud, les transhumants remontent au printemps sur les hauts plateaux du nord pour vendre les moutons engraissés. En été, ils partent vers le Tel. Tout le monde aime à se retrouver en ce lieu. Jadis, on venait prendre les nouvelles des uns et des autres. Certains étaient là pour vendre les productions agricoles, le cheptel, et d'autres venaient pour acheter, négocier, peser. Malgré l'occupation française, qui voulait les contrôler, les nomades ont toujours continué à se déplacer. Aujourd'hui encore, le marché est une véritable fourmilière. Les hommes se bousculent, se disputent parfois, mais finissent toujours par se retrouver. Parce qu'il est en perpétuel mouvement et qu'il lui est impossible d'accumuler et conserver ses denrées alimentaires, le nomade est sans cesse obligé de renouveler ses réserves en nourriture. Le souk lui permet de s'approvisionner en sucre, thé, café, dattes. Ce village berbère en ruine se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Djelfa. Ce gros rocher formant abri était jadis un lieu de repos. Des nomades pasteurs de la préhistoire ont séjourné ici comme l'attestent ces gravures rupestres. Sur la roche sont gravés des mouflons, une autruche, une scène de chasse d'antilope bubale. Il semble que ce genre de lieu servait d'abri aux nomades pendant l'automne. Du Nil et jusqu'au Maghreb, la présence d'abris portant des gravures atteste que les habitants de ces régions ont été les pionniers du pastoralisme nomade. En l'an 42 après Jésus-Christ, toute l'Afrique du Nord est sous occupation romaine. Cette occupation va durer 5 siècles. C'est la plus longue des occupations du Maghreb central. De ce fort en ruine, jadis les Romains surveillaient les déplacements des nomades. Peu à peu, le Maghreb central se transforme en grenier de blé pour Rome. Et pour drainer l'ensemble des richesses, on construisit des routes, des limesses et des forts, et on quadrillait les grandes propriétés. Expropriés, les Numides sont repoussés en dehors des terres fertiles du Tel. Et pour avoir refusé l'expropriation, l'esclavagisme et l'imposition, ces autochtones sont contraints de vivre en nomades. L'historien Abdelkader Djerloul a écrit que la colonisation romaine a refoulé les tribus berbères vers les montagnes et le Sahara,
brisant ainsi plusieurs siècles d'évolution dans le sens de la sédentarisation et du dépassement de l'organisation tribale. La colonisation française, quant à elle, a exproprié les sédentaires des terres fertiles, poussant des populations entières vers les montagnes ou les hauts plateaux. Dès 1844, les colons ont verrouillé les accès aux terres du Nord, des terres qui étaient nécessaires à la production pastorale, privant ainsi les nomades de la steppe des parcours de pâturage et des chaumes des plaines. Cette politique des militaires français visait à briser la base matérielle des nomades, qui est l'élevage, et à diminuer ainsi la puissance guerrière des tribus. El-Idam. C'est un petit village situé au sud-est de Messaad. Sa fondation est récente. Elle date des années 1970. Par la construction des routes et de centres de santé, la scolarisation des enfants et l'aide à la construction, l'État algérien a engagé un processus de sédentarisation de nomades. Certains sont devenus des salariés de l'administration locale. Mais ce fils de nomade a opté, lui, pour le métier de la mécanique automobile. C'est d'ailleurs grâce à lui et à ses méthodes de débrouillard que ce véhicule tout-terrain démarrera pour nous conduire vers des campements de nomades. Dans cette steppe caillouteuse, le couvert végétal est rudimentaire. L'eau est rare. L'agriculture sédentaire est impossible. Ici, c'est la terre des nomades. La traversée est longue et dure. Malmenés pendant 3 heures de piste, nous apercevons enfin un campement de nomades. Ce nomade est devenu un berger chez un grand éleveur, un peu comme un salarié rémunéré en fonction du nombre de têtes. Aujourd'hui, le nomade s'est adapté aux nouvelles conditions socio-économiques et écologiques de la steppe. تعبين في التعب في عفار الزوايل وفي عفار الحمان يجينا وقت حامي ووقت بارد ودرك احنا كيما نبدو فوسنا رانا سارحين ما عندناش كاش ما نقبضوا ما نجيبوا بعرقنا برك ما عندنا لا حوش لا في البلاد لا هنا ما عندنا خدمه لا في البلاد لا هنا فوق صراحه القلم ما عندنا هنا والو هذه معيشتنا احنا. Il faut dire que pendant les années 1990, sous l'effet de la baisse des revenus pétroliers, l'Algérie en crise économique a mis en œuvre diverses mesures de libéralisation, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est alors qu'émergea une minorité de gros éleveurs employant des bergers payés au minima. Les conditions climatiques et la crise financière ont précipité un grand nombre de nomades dans la pauvreté. Dans un pays où la pluie ne tombe qu'avec parcimonie, l'élevage ne saurait se concevoir sans transhumance. La steppe, ce milieu difficile,
où les espaces de pacage sont rares, ne peut nourrir les troupeaux que pendant une saison. Et c'est alors que des accords entre tribus se concluent, permettant aux uns d'aller faire paître sur les terres des autres leur bétail le temps d'une saison. C'est la transhumance. Au printemps, les nomades se trouvant aux portes du Sahara migrent vers le Tell, où les conditions climatiques sont plus clémentes. C'est la transhumance d'été, Rihlet Saif. Pendant cette saison de moisson, le troupeau va se nourrir de chaume. À l'arrivée de l'automne, les nomades rebroussent chemin et migrent vers le piémont sud, moins froid en hiver. C'est la transhumance d'hiver, Rihlet Shita. Aujourd'hui, la transhumance se fait en camion. Des déplacements massifs se font en peu de temps. Le souk Mes'ad est en fête aujourd'hui. El Gouel, ce poète-conteur, est là. Se donnant un moment de répit, les hommes, qu'ils soient sédentaires ou nomades, qu'ils vendent ou qu'ils achètent, se regroupent autour du Gouel pour écouter les contes et les histoires d'antan. Véritable carrefour, Mes'ad est un endroit où tout le monde se réunit pour s'enquérir les uns des autres, pour s'échanger toutes sortes de choses. Cela va des moutons aux herbes miraculeuses. هذا النعام كاشتي دوريجين ما في لا علوفات لا ايمينات لا يديك لا يجيبك مكتوب عليه اسم امو اسم بيو تدهن به ما تاكلوا ما تشربوا تاكلوا تشربوا نقول لك انا ما بعت لك انت ما شريت عليا. Effet rarissime, dans ce milieu exclusivement masculin, on peut trouver l'exception qui confirme la règle, une femme apothicaire. Exécutant des petits pas, ponctués par des sautillements et des flexions du corps, ces hommes évoquent, le temps d'une danse, le souffle de la steppe et les ondulations des dunes. La région de Djelfa, la Rouat et ses environs est la partie centrale de la steppe. Elle constitue le cœur de l'Algérie. C'est le trait d'union entre les plaines fertiles du nord et les oasis sahariennes. Cet espace est le lieu d'échange par excellence. Les hommes qui se sont adaptés à ces zones pastorales, à l'écosystème particulier, à l'aridité marquée, peuvent difficilement se détacher de la vie de nomades pratiquant la transhumance. Historiquement, toutes les tentatives sur les nomades, entreprises par les colonisations successives pour les contrôler, ont échoué. Et ce qui est vrai pour la steppe algérienne est vrai aussi pour la plupart des zones steppiques dans le monde, où les populations ont pratiqué et pratiquent toujours le nomadisme. Ces zones ont certes leurs particularités socio-économiques, mais elles s'intègrent harmonieusement, dans le cas de l'Algérie en tout cas, dans la complémentarité géographique, économique et sociale qui fait la richesse du grand pays qu'est l'Algérie.